Au milieu des années 1980, 4 femmes très différentes ont été enlevées et assassinées dans une zone rurale du Texas, dans un endroit qui est devenu connu sous le nom de The Killing Fields, les champs de la mort. Superficiellement, ces femmes avaient peu en commun. L'une était à peine adolescente, une autre était serveuse dans un restaurant local, la troisième était une mécanicienne de 30 ans, tandis que la quatrième était une jeune mère au chômage. Cependant, malgré leurs différences, toutes ont terminé leur vie au même endroit, un champ rural situé près d'un chemin de terre à proximité de League City, au Texas. La région autour de League City était un endroit désolé et aride, où les seuls points de repère étaient les rares puits de pétrole, un lieu parfait pour emmener une personne si vous ne vouliez pas que quelqu'un entende ces cris. Le 10 octobre 1983, une jolie serveuse blonde nommée Heidi Fee a disparu alors qu'elle parcourait la courte distance qui séparait sa maison d'une supérette. 6 mois plus tard, son corps sans vie a été retrouvé dans les champs pétroliers de Calder. Étant donné qu'il y avait des contusions autour des poignets de Heidi et des fractures importantes au niveau de ses côtes et de son crâne, un médecin légiste a conclu qu'elle avait été attachée, torturée, puis battue à mort avec un objet contondant. Il y avait très peu de preuves médico-légales sur la scène, et sans témoin de l'enlèvement, l'enquête sur le meurtre de Heidi s'est enlisée, et l'affaire est finalement restée non résolue. Un peu plus de 2 ans plus tard, le 2 février 1986, 4 jeunes cyclistes traversaient les champs pétroliers de Calder lorsqu'ils ont soudainement détecté une odeur de mort. Après une inspection plus minutieuse, ils ont découvert que la source de cette odeur fétide était les restes horriblement décomposés d'une jeune femme. Après avoir couru pour informer des adultes de leur découverte, la police a été appelée et a ouvert une enquête sur la mort de cette femme. Étant donné qu'il s'est avéré impossible d'identifier la victime, elle a été déclarée Jane Doe, nom donné aux femmes non identifiées. Mais elle a été décrite comme une femme d'une vingtaine d'années, mesurant environ 1,70 m, avec des cheveux bruns roux et un écartement distinctif entre ses dents. La cause de la mort était un seul coup de feu dans le dos, qui avait traversé son cœur et ses poumons, et son corps a été retrouvé à seulement 45 mètres de l'endroit où avait été retrouvé celui de Heidi Fee. Alors que la police était encore en train d'examiner la scène initiale du crime, ils ont trouvé un autre cadavre, celui de Laura Miller, 16 ans, qui avait disparu le 1er septembre 1984. Lorsque la police a consulté le dossier décrivant sa disparition, elle a découvert quelque chose de glaçant. Laura Miller avait été enlevée depuis la même supérette d'où Heidi Fee avait disparu en rentrant chez elle. En 1991, les meurtres des 3 femmes mentionnées ci-dessus restaient non résolus lorsque l'on a retrouvé un 4e corps dans les champs pétroliers de Calder. Contrairement à Fee et Miller, qui avaient été identifiés positivement grâce à leur dossier dentaire, les options scientifiques limitées de l'époque ont fait que les 2 corps non identifiés sont restés ainsi jusqu'au milieu de 2019. Bien que la police de League City ait été chargée de l'enquête, le FBI a souvent prêté ses ressources considérables aux forces de l'ordre locales débordées. Leurs laboratoires spécialisés ont minutieusement analysé les preuves médico-légales, tandis que des experts en analyse comportementale ont créé un profil psychologique du meurtrier potentiel. Cependant, malgré leur travail acharné, les pistes sont allées et venues, les preuves restent non concluantes et les meurtres demeurent non résolus. Il n'y a pas de témoins connus de ces meurtres et aucune personne commune ne relie les 4 femmes. Cependant, bien que le choix des victimes semble aléatoire, les forces de l'ordre sont convaincues qu'un seul tueur en série est responsable, bien qu'il soit impossible d'écarter la possibilité de plusieurs tueurs. Étant donné la nature de l'endroit où les corps ont été retrouvés, il est probable que quelqu'un ayant des racines dans la région soit impliqué. Comme l'a expliqué un enquêteur de renom du FBI. Quelqu'un devait bien connaître ces champs s'il savait qu'ils étaient un endroit efficace pour cacher un corps. Les enquêteurs ont consulté des bases de données de personnes disparues et ont fait appel au public pour obtenir des indices, mais chaque année qui passe rend le cas plus difficile à résoudre. L'agent spécial Richard Renison, qui a travaillé sur l'affaire des meurtres de Calder Road depuis le bureau du FBI à Houston, a exprimé ce sentiment. « Avec le temps qui passe, les gens perdent la mémoire », a déclaré Renison. « Les gens meurent, les gens oublient simplement. Il est difficile de se souvenir de détails significatifs d'il y a si longtemps. Avec le temps, les meurtres sont passés d'une curiosité professionnelle à une mission profondément personnelle. L'agent Renison est en fait originaire de League City et a commencé sa carrière dans la police au sein du département de police de League City en 1993.
Comme nous le savons, l'agent Renison a ensuite été diplômé du FBI et, en raison de ses liens profonds avec la région de Calder Road, il est devenu l'agent en charge de CS Meurtres en 2005. Bien que les pistes d'enquête se soient resserrées au fil des ans, les technologies des forces de l'ordre ont considérablement progressé et en janvier 2019, l'agent Renison a reçu un appel qui a donné un nouvel espoir à sa cause apparemment perdue. L'un des corps de Jane Doe retrouvé en 1986 a été identifié comme étant celui d'Audrey Lee Cook, qui travaillait comme mécanicienne dans les régions de Houston, Channelview et Heights au Texas, et qui avait été vue pour la dernière fois en décembre 1985. Cependant, la Jane Doe de 1991 a été identifiée comme étant Donna Gosselin Prudhomme. L'identification tardive des corps a finalement donné aux forces de l'ordre quelque chose sur quoi travailler, et à partir de 2019, les agents ont commencé à contacter les amis et les voisins des victimes, tout en consultant les dossiers de police de l'époque. Cependant, lorsqu'une partie clé de toute enquête est de faire appel au public pour obtenir de l'aide, les progrès ne sont pas prometteurs. L'agent Renison, ainsi que la police locale, ont demandé à parler à toute personne susceptible de fournir des informations supplémentaires et dans des affaires comme celle-ci, cela pourrait être aussi simple que de savoir où les femmes travaillaient ou les noms d'amis qui n'ont pas encore été interrogés, ceux qui pourraient être la clé pour résoudre ces meurtres. Dans une interview avec une station de télévision locale, le père de Laura Miller, Tim, a déclaré que sa fille avait un grand talent et de grands rêves et qu'il refusait de laisser son épilepsie devenir un obstacle à ses aspirations. Elle était populaire au lycée et avait même une relation amoureuse avec un camarade de classe. Mais à un moment donné, la famille Miller a emballé ses affaires et a déménagé à League City. Laura était silencieusement dévastée par cette décision. Elle a dû laisser derrière elle ses amis, son petit ami et sa chorale bien-aimée, et a eu du mal à se socialiser après un déménagement aussi soudain. Ce qui a aggravé les choses, c'est que pendant presque une semaine après le déménagement, le téléphone de la maison des Miller n'avait pas encore été connecté. Cela signifiait que la jeune fille incroyablement solitaire n'avait aucun moyen de contacter les amis qui lui manquaient tant, du moins pas depuis sa nouvelle maison. Le 10 septembre 1984, la mère de Laura l'a emmenée à une cabine téléphonique proche pour qu'elle puisse appeler son petit ami. Comme le temps était agréable, Laura avait prévu de marcher le kilomètre qui la séparait de sa maison après l'appel. Lorsque Laura n'est pas rentrée à la maison, ses parents ont rapidement signalé sa disparition, mais à l'époque, la police l'a considérée comme une fugueuse en raison de son intense mal du pays. Les forces de l'ordre ont dit aux Miller de ne pas s'inquiéter, qu'elles feraient tout leur possible pour retrouver leur fille et qu'elles les contacteraient dès qu'il y aurait du nouveau. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, il devenait de plus en plus clair que Laura ne reviendrait pas à la maison. Cependant, au lieu d'intensifier leur enquête, les forces de l'ordre ont commencé à diriger leurs ressources ailleurs. À leur avis, Laura était probablement morte, et dans ce cas, ce n'était qu'une question de temps avant que son corps ne soit retrouvé. Par frustration, Tim Miller a commencé à enquêter sur des disparitions similaires dans la région. Ce qu'il a découvert était horrifiant. Au cours de la décennie précédente, 15 autres jeunes femmes avaient disparu dans la région. Certaines étaient toujours portées disparues, d'autres n'avaient toujours pas été identifiées après la découverte de leurs cadavres, mais seul le meurtrier d'une femme avait été identifié. Je savais dans mon cœur que Laura ne reviendrait pas vivante. J'avais peur qu'elle ne soit jamais retrouvée, a déclaré plus tard son père. Mais un peu plus d'un an après sa disparition, le corps de Laura a été retrouvé. Les Miller ont dû attendre 17 mois pour connaître le sort de leur fille. D'autre part, Diane Johnson Hastings a dû attendre plus de 30 ans pour découvrir ce qui était arrivé à sa sœur Donna. Donna et Diane ont grandi dans la région de Port Arthur, au Texas. Donna s'est ensuite mariée et a eu 2 enfants, mais lorsque son mari est devenu violent, elle a été obligée de fuir le mariage avec ses 2 enfants à sa charge. Elle a eu une vie assez difficile, a expliqué sa sœur, mais elle aimait beaucoup ses enfants. Nous avons simplement fait de notre mieux avec ce que nous avions. À la fin des années 1980, Donna élevait ses enfants avec un beau-père à League City, mais elle restait en contact avec sa famille régulièrement, leur assurant qu'elle était heureuse. Mais après la fin de cette relation, Donna a traversé des moments difficiles. Elle a emmené ses enfants chez leur grand-mère et a déménagé à Clear Lake, au Texas, pour essayer de reconstruire sa vie et, un jour, récupérer ses enfants, a déclaré sa sœur. En 1989, Donna a demandé à sa sœur une copie de son acte de naissance,
afin de pouvoir obtenir un passeport. Diane a envoyé l'acte de naissance à la maison de Donna à Clear Lake, mais après cela, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. La famille de Donna a rationalisé son absence en supposant qu'elle voyageait à l'étranger, mais lorsque son absence s'est prolongée pendant des mois, les gens ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. Ils ont contacté les amis proches et les connaissances de Donna. Mais lorsqu'ils ont découvert qu'aucun d'entre eux ne l'avait vue ou n'avait eu de nouvelles d'elle, ils se sont rapprochés des forces de l'ordre pour signaler sa disparition. Les années ont passé et les enfants de Donna ont grandi sans elle. Puis, un jour, la tragédie a de nouveau frappé la famille. Son fils aîné est resté paralysé dans un accident de voiture dévastateur. Il a passé le reste de sa vie nécessitant presque une surveillance médicale constante. Et malheureusement, il est décédé avant que les restes de sa mère ne puissent être correctement identifiés. En 2008, et contre l'avis de sa propre famille, la sœur de Donna a commencé à travailler avec un détective privé. Certains pensaient qu'elle avait simplement déménagé pour commencer une nouvelle vie ailleurs, mais d'autres étaient convaincus que Donna n'aurait jamais abandonné ses enfants. En 2019, ceux qui lui faisaient confiance en tant que mère avaient raison. La Jane Doe de 1991 des champs pétroliers de Calder a été confirmée comme étant Donna. Et bien que sa famille ait finalement obtenu la clôture qu'elle méritait, elle était dévastée de confirmer ses pires craintes. Tout comme Tim Miller, la sœur de Donna a également consacré beaucoup de temps à enquêter sur les meurtres dans The Killing Fields et, bien qu'elle soit horrifiée par leur ampleur, elle a accepté qu'il y ait très peu qu'elle puisse faire à ce sujet. « Nous devons continuer nos vies », a-t-elle expliqué. « Je ne peux pas simplement me concentrer sur la justice, car pour moi, il s'agit de guérir notre famille. » La région autour des champs pétroliers de Calder a été considérablement développée depuis l'époque des meurtres. Les espaces résidentiels en expansion signifient qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que chaque centimètre des Killing Fields n'ait été fouillé et examiné par toutes sortes d'inspecteurs et de travailleurs. Peut-être y a-t-il d'autres corps à découvrir dans les Killing Fields, attendant que quelqu'un tombe dessus. Récemment, une nouvelle église a été construite dans la région et les membres de la communauté créent un jardin de la paix en mémoire des 4 femmes qui ont été identifiées. Chaque victime a sa propre plaque décorée avec ses photos, ses noms et ses souvenirs. Nous avons vraiment revendiqué cette zone et nous avons des projets pour plus, a déclaré le père de Laura Miller. Nous changeons le nom de cet endroit de The Killing Fields en The Healing Fields, les champs de la guérison, et nous allons en fait construire un petit parc là-bas. En ce qui concerne l'agent du FBI Richard Renison, The Killing Fields est le seul cas non résolu sur lequel il a travaillé. Alors qu'il approche de l'âge de la retraite, l'agent Renison espère enfin terminer ce qui est devenu le travail de sa vie, pour les familles des victimes, pour la communauté en général et pour lui-même. Tout ce que le public sait, aussi petit qu'il puisse le penser, nous voulons vraiment qu'ils viennent en parler, car cela pourrait être très significatif pour nous, a-t-il déclaré à une source locale des médias. Il est important que le public sache que nous n'avons pas abandonné. Cela peut être étiqueté comme une affaire classée, mais cela ne signifie pas qu'elle est sur une étagère. On y travaille activement au FBI et activement au département de police de League City. Ce n'est pas fini et nous n'abandonnerons pas. Il y a de nombreuses années, mon meilleur ami du lycée et moi avons décidé de faire un road trip à la manière de Fear and Loathing in Las Vegas Parano, à travers le Nevada. C'était presque identique au film que nous avions grandi en idolâtrant, à la grande différence près qu'il n'y avait absolument aucune drogue hallucinogène et que nous ne nous sommes pas approchés de Las Vegas. Pour nous, il s'agissait surtout de parcourir le désert, en écoutant nos cassettes mixtes, plutôt que de faire des folies avec ceux que la bière, l'herbe ou nos maigres provisions d'argent pouvaient nous offrir. Au début, c'était vraiment génial. Nous avons visité des endroits sauvages et rencontré des personnes encore plus sauvages, et cela n'était que le premier jour de notre road trip. Nous avions prévu de rester sur la route pendant environ 1 semaine, et étant donné que ce premier jour s'était bien passé, nous étions vraiment impatients de voir ce que le reste de notre voyage nous réservait. À la fin du premier jour, nous étions toujours en plein milieu de nulle part, alors nous avons simplement quitté la route principale pour nous engager sur un chemin secondaire, trouver un lit de rivière asséché pour nous cacher, puis déployer nos sacs de couchage sous les étoiles pour nous reposer. Cela peut sembler fou,
Mais je pense que c'était la meilleure nuit de sommeil que j'ai jamais eue. Et le lendemain matin, mon vieil ami du lycée et moi étions impatients de continuer. J'ai mis mes bottes, puis je me suis lavé avec des lingettes humides pendant que mon ami fumait sa cigarette du matin et buvait un peu d'eau. Ensuite, tout à coup, je l'ai entendu jurer, puis jurer encore plus fort, comme s'il était évidemment en train de souffrir. Quand je me suis retourné, je l'ai vu allongé dans son sac de couchage, tenant l'une de ses chevilles avec ses deux mains, avec une expression comme si on lui avait enfoncé un fer rouge. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il répétait simplement « Je ne sais pas, c'était ma botte ». J'ai regardé vers la botte qui était la plus proche de lui, jetée sur le côté dans la poussière, et je jure devant Dieu que juste au moment où je la regardais, me demandant s'il pouvait y avoir du verre brisé dedans ou autre chose, un énorme scorpion en est sorti et s'est faufilé dans le sable. Nous venons du Wisconsin, nous ne savions rien des scorpions, donc tu aurais pu nous montrer le scorpion le plus inoffensif du monde, et nous aurions tous les deux pensé que c'était le scorpion le plus mortel du monde. Les cris de mon ami laissaient clairement entendre que ce n'était pas une piqûre ordinaire. Nous faisions du skateboard ensemble chaque été que nous avons eu au lycée, et nous avions tous deux subi de mauvaises chutes pendant cette période, nous étions très habitués à la douleur. J'avais vu mon ami recevoir quelques coups assez durs et se relever sans un seul gémissement, mais après que ce scorpion l'ait piqué à la plante du pied, il pleurait littéralement à cause de la douleur. Ma première pensée a été simplement de l'amener à la voiture pour pouvoir l'emmener à l'hôpital. J'ai essayé de l'aider à se lever, mais la douleur était si intense qu'il ne pouvait littéralement pas bouger sa jambe. J'ai dû le traîner, tandis qu'il gémissait de douleur, et l'aider à sauter jusqu'à ma voiture pour l'installer sur le siège passager. Ce qu'il disait m'effrayait au-delà de ce que je peux décrire. « Ça fait tellement mal, mec, je ne peux pas sentir ma jambe. On doit aller à l'hôpital rapidement, je ne veux pas mourir. » Ce sont des choses que tu ne veux jamais entendre de la part d'un autre être humain, et encore moins de ton meilleur ami. Ce type de peur signifiait que j'ai conduit plus vite que jamais dans ma vie, dangereusement vite. Comme je le voyais, mon ami avait des minutes avant que ses organes ne commencent à se transformer en bouillie, alors je n'avais pas d'autre choix que de conduire aussi vite que possible. Quand je l'ai vu, j'ai littéralement dû regarder 2 fois pour m'assurer que mes yeux ne me trompèrent pas. Mais là, bien en vue, une voiture de police s'approchait rapidement derrière moi, les gyrophares et la sirène allumée. Je ne sais pas comment j'ai réussi à éviter de me faire tirer dessus, car dès que je me suis arrêté, j'ai sauté du côté du conducteur et j'ai commencé à crier à l'officier que mon ami avait besoin de se rendre à l'hôpital immédiatement. Le policier était incroyablement tendu au début et a sorti son arme pendant que je gardais les mains tremblantes sur ma tête. Je ne cessais de répéter « Mon ami a besoin d'un médecin », encore et encore, avant qu'il ne me demande enfin pourquoi. Ensuite, quand je lui ai dit que c'était une morsure de serpent, je me suis trompé à cause de mon stress, le policier m'a dit de le suivre de près avant de remonter dans sa voiture. Le gars nous a donné, à mon ami et à moi, une escorte complète de la police jusqu'à Yuma, où il y avait un hôpital entièrement équipé et prêt à administrer l'antivenin nécessaire. D'après notre description, un médecin a rapidement déterminé que mon ami avait été piqué par un scorpion d'écorce de l'Arizona. Les piqûres de ces scorpions sont assez douloureuses, mais à moins que ce soit un enfant qui ait la malchance de croiser un de ces scorpions, les piqûres ont tendance à être très douloureuses, mais généralement inoffensives. Mon ami, cependant, faisait une réaction extrême, et le médecin voulait le garder à l'hôpital pendant la nuit, au cas où il aurait besoin de plus de soins. Il a passé la majeure partie de la journée à vomir ou simplement allongé dans son lit, trop faible pour faire ou dire quoi que ce soit. L'équipe médicale a promis qu'il s'en sortirait, car seules 2 personnes étaient mortes d'une piqûre de scorpion d'écorce depuis les années 60, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la peur que quelque chose tourne mal et qu'il meure d'une manière ou d'une autre pendant la nuit. Ils ne m'ont pas permis de rester dans sa chambre pendant la nuit, alors j'ai simplement dormi dans ma voiture, mais je suis retourné à la 1re heure du matin pour entendre les bonnes nouvelles. Mon ami était en voie de rétablissement complet, car tous ses symptômes s'atténuaient et, dans l'après-midi, il a été autorisé à sortir avec une paire de béquilles. Il n'était pas content des coups médicaux, mais il m'a remercié de l'avoir amené à l'hôpital à temps, et je sais qu'il a contacté le policier qui nous a arrêtés juste pour le remercier de nous avoir sortis du pétrin quand nous en avions le plus besoin. Cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère il y a de nombreuses années, mais
Ce n'est que lorsque mon grand-père me l'a relaté, bien plus tard et avec tous les détails, que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, mais je pense souvent à lui et à quel point il aurait aimé faire partie de cette chaîne, racontant son histoire de sa propre voix, avec ses détails que lui seul connaissait. Mon grand-père était un héros, bien qu'il n'ait jamais été reconnu comme tel en dehors de notre famille. Pour moi, il sera toujours l'un des héros les plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus admirés. Tout a commencé dans un petit village, dans un coin oublié des États-Unis. Un endroit si petit que tout le monde se connaissait et où les journées passaient lentement, sans grand bouleversement. Mon grand-père, Ernesto, y avait vécu toute sa vie. C'était un homme simple, travailleur, et quelqu'un que tout le monde respectait. Il disait toujours que le village était tranquille, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Car sous cette apparente quiétude, il y avait des secrets sombres que beaucoup préféraient ignorer. À cette époque, je n'étais qu'un enfant, et je ne comprenais pas les regards inquiets que mes grands-parents échangeaient lorsqu'ils parlaient de certains sujets. Mais avec le temps, j'ai découvert que tout n'était pas aussi idyllique qu'il n'y paraissait. On parlait, à voix basse et avec crainte, d'un groupe d'hommes qui, sous couvert de la nuit, se rendirent dans la ville voisine pour kidnapper de jeunes filles. C'étaient des hommes impitoyables, sans remords, qui profitaient de la proximité et de l'anonymat qu'offrait le village pour commettre leurs crimes atroces. Les rumeurs dans le village étaient vagues, mais constantes. On disait que plusieurs filles avaient disparu en ville et que certains les avaient vues pour la dernière fois monter dans des camionnettes sans signe distinctif, conduites par des hommes que personne ne connaissait. Personne ne savait avec certitude combien de filles avaient été enlevées, ni combien avaient été rendues après le paiement d'une rançon. Mais ce qui était certain, c'est que certaines ne revinrent jamais. Ernesto n'était pas du genre à se laisser emporter par les rumeurs, mais il n'était pas non plus indifférent à ceux qui se passaient autour de lui. Il savait que quelque chose n'allait pas, et bien qu'il ne le dise pas ouvertement, une inquiétude grandissait en lui, qu'il ne pouvait ignorer. C'était de ces personnes qui croyaient au bien, à la justice, et il ne pouvait pas rester les bras croisés en sachant qu'une chose si atroce se produisait près de chez lui. Je me souviens comme si c'était hier de l'après-midi où mon grand-père m'a raconté pour la première fois ce qui s'était passé. Nous étions assis sur le porche et j'étais un adolescent curieux qui voulait en savoir plus sur ces rumeurs qui circulaient parmi les voisins. Mon grand-père, avec sa voix grave et calme, a commencé à me relater ce qu'il avait lui-même vécu. C'était une nuit sombre, m'a-t-il dit. Une de ces nuits où le silence est si profond qu'il te rend nerveux. J'étais au lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Il y avait quelque chose dans l'air qui ne me semblait pas bien. Ernesto s'était levé sans réveiller ma grand-mère et après s'être rapidement habillé, il avait décidé de faire une promenade dans les environs. Ce n'était pas rare pour lui de sortir marcher la nuit, cela l'aidait à réfléchir et à se détendre, mais cette nuit-là était différente. Alors qu'il marchait le long du sentier qui bordait la forêt, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une camionnette, de celle décrite dans les rumeurs, était garée sur le côté du chemin, partiellement cachée par les arbres. Son premier réflexe fut de s'approcher, mais quelque chose en lui disait de faire preuve de prudence. Il se baissa, se déplaçant furtivement, et observa à distance. À l'intérieur de la camionnette, 2 hommes discutaient à voix basse, tandis qu'un troisième était à l'extérieur, fumant une cigarette et surveillant les alentours. Il ne pouvait pas entendre tout ce qu'ils disaient, mais les quelques mots qu'il parvint à distinguer suffirent à lui glacer le sang. « On doit s'en débarrasser demain », entendit-il l'un des hommes dire, tandis que celui qui était à l'extérieur jetait sa cigarette par terre et l'écrasait avec son pied. Mon grand-père sentit un nœud dans son estomac. Il n'y avait aucun doute, il parlait d'une des filles enlevées. Il ressentit une impulsion presque irrationnelle de courir vers eux, de faire quelque chose, mais il savait que cela ne serait pas seulement imprudent, cela pourrait lui coûter la vie. Ernesto se retira en silence, sans faire de bruit, et courut jusqu'au village. Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à la police locale. Certains d'entre eux semblaient être au courant de ce qui se passait, mais fermèrent les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait dans le village, et il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles certains officiers étaient dans la poche des criminels. Mais mon grand-père n'allait pas permettre à ces hommes de s'en tirer cette fois-ci. En arrivant chez lui, il réveilla ma grand-mère et lui expliqua ce qu'il avait vu. Inquiète, elle le supplia de ne pas se mettre en danger, mais il était déterminé. « Je ne peux pas les laisser continuer à faire ça », lui dit-il avec une détermination qu'elle connaissait bien. « Je dois faire quelque chose. »
Ils passèrent le reste de la nuit à élaborer un plan. Ils ne pouvaient pas aller directement à la police, mais ils pouvaient essayer de sortir la fille de là avant que les hommes ne reviennent pour elle. Ils savaient que le temps était limité, et toute erreur pouvait être fatale. À l'aube, mon grand-père se prépara pour ce qui pourrait être la nuit la plus dangereuse de sa vie. Il s'arma de ceux qu'il avait sous la main, un vieux fusil de chasse et un couteau qui avait appartenu à son père. Ensuite, il se dirigea vers l'endroit où il avait vu la camionnette la nuit précédente. La journée était claire, mais mon grand-père sentait comme si un nuage sombre le suivait. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du danger, mais aussi de la possibilité de sauver une vie. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il se cacha parmi les buissons et observa. La camionnette était toujours là, mais les hommes n'étaient pas en vue. Il s'approcha prudemment, et en arrivant à la porte arrière, il entendit un faible gémissement. Il savait que la fille était à l'intérieur, et à ce moment-là, toute sa peur se transforma en résolution. Il força la porte arrière, et en l'ouvrant, il la vit. Une jeune fille de pas plus de 20 ans, ligotée pieds et mains, avec des ecchymoses sur le visage et un regard de terreur dans les yeux. Il n'en fallut pas plus. Mon grand-père la délia rapidement et, la portant dans ses bras, se prépara à sortir de là avant que les hommes ne reviennent. Mais le destin ne lui facilita pas la tâche. Juste au moment où il s'éloignait de la camionnette, il entendit des pas précipités derrière eux. Les hommes étaient revenus plus tôt que prévu et étaient déjà à leur trousse. Mon grand-père, avec la fille dans les bras, courut comme jamais auparavant, évitant les arbres et les racines sur le chemin. Les cris des hommes le poursuivaient, de plus en plus près, mais il n'allait pas s'arrêter. Dans un moment de désespoir, il vit un petit cabanon au bord de la forêt. Il s'y dirigea et, dans un dernier effort, entra et ferma la porte derrière lui, la sécurisant avec ceux qu'il y avait à l'intérieur. Dehors, les hommes criaient et frappèrent la porte, essayant de la forcer. Ernesto se prépara au pire, mais décida qu'il ne se rendrait pas sans se battre. Les minutes parurent des éternités, tandis que mon grand-père et la fille attendaient à l'intérieur du cabanon. La porte craquait sous la pression des coups, mais ne cédait pas. Finalement, dans un moment de chance ou d'intervention divine, les hommes entendirent quelque chose au loin, un bruit qui les fit s'arrêter. Quoi que ce soit, cela les distrayait suffisamment pour que mon grand-père et la fille s'échappent par une petite fenêtre à l'arrière. Ils coururent sans se retourner jusqu'à atteindre le village. Là, Ernesto emmena la fille directement chez un ami qui était juge de paix, quelqu'un en qui il savait qu'il pouvait avoir confiance. Avec son aide, ils purent contacter les autorités compétentes et faire en sorte que la fille soit emmenée en lieu sûr. Elle, bien que sous le choc, fut capable de donner suffisamment d'informations pour qu'une enquête soit lancée. Les hommes, réalisant que leur proie avait échappé, abandonnèrent la camionnette et prirent la fuite. Mais il était déjà trop tard pour eux. La jeune fille avait donné des noms, des descriptions et des lieux. La police de la ville se mobilisa rapidement et, en l'espace de quelques jours, ils les capturèrent. Ils furent jugés et condamnés, mais personne au village ne reparla d'eux. C'était comme si on avait effacé leur existence, bien que les cicatrices qu'ils avaient laissées demeurassent. Le jour où mon grand-père m'a raconté cette histoire, je l'ai regardé avec des yeux différents. Ce n'était plus seulement le grand-père affectueux qui m'apprenait à pêcher ou à faire du vélo. C'était un héros, un homme qui avait risqué tout pour sauver une jeune fille qu'il connaissait à peine. Il n'a jamais recherché de reconnaissance, ni de gloire, ni même un simple mot de remerciement au-delà de celui qu'il avait reçu de la jeune fille et de sa famille. Pour lui, faire ce qui était juste suffisait. Aujourd'hui, j'aimerais que mon grand-père puisse connaître cette chaîne. Je suis sûr qu'il aurait adoré raconter cette histoire avec sa propre voix, avec ces détails que lui seul connaissait. Pour moi, il restera toujours l'un des héros les plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus admirés. Et bien qu'il ne soit plus parmi nous, son courage et son exemple vivent dans chaque mot de cette histoire que je partage avec vous. Il y a quelques années, alors que je terminais mon master, j'ai dû partager un appartement avec quelqu'un pour réduire les coûts. Après avoir posté une annonce sur Facebook, j'ai reçu un message d'un garçon nommé James. J'ai commencé à chercher un colocataire avec la crainte de finir par vivre avec un psychopathe, mais la personne que j'ai trouvée est devenue mon ami le plus proche et le plus durable. Une des choses qui nous a immédiatement rapprochés était notre amour mutuel pour la randonnée de longue distance.
Il l'a mentionné pour la première fois au téléphone quand je lui ai demandé quels étaient ses passe-temps et intérêts. Et après cela, nous avons passé environ une demi-heure à partager nos expériences et à nous enthousiasmer pour la nature. Nous sommes partis pour notre premier voyage pendant les vacances de printemps de 2004 et ce fut une pure camaraderie, pour ainsi dire. James était comme un frère d'une autre mère, et bien que nous ayons tous les deux déménagé dans d'autres endroits après avoir terminé nos études, nous avons veillé à rester en contact via les réseaux sociaux et les jeux en ligne. En plus de cela, nous faisions ensemble des randonnées de longue distance, 1 ou 2 fois par an. Nous avions l'habitude d'aller très loin quand nos genoux et chevilles pouvaient encore le supporter, et nos destinations avaient tendance à être extrêmement éloignées. La plupart de nos amis qui se joignaient à nous finissaient avec des ampoules aux pieds après quelques jours et disaient plus jamais sur le chemin du retour. Donc la plupart du temps, les voyages étaient juste James et moi. Ensemble, nous avons parcouru le parc d'État de Baxter et les Adirondacks pendant que nous vivions dans le nord-est. Puis, après que James a déménagé en Virginie, nous avons visité le Shenandoah ainsi que les Great Smoky Mountains. Mais avec le temps, nous avons commencé à aspirer à un endroit un peu plus éloigné, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'aller dans les montagnes Bighorn, dans le Wyoming, ou plus précisément, dans la nature sauvage de Cloud Peak. La nature sauvage de Cloud Peak est le joyau central d'un bloc de terre sans route qui s'étend sur près de 200 000 acres, ce qui en fait l'une des plus grandes zones sauvages de toute l'Amérique du Nord. Si nous devions un jour vivre l'expérience complète de Lewis et Clark, ce serait là-bas. Ainsi, à la fin d'un printemps, nous nous sommes retrouvés dans une petite ville appelée Buffalo avant de nous aventurer dans les montagnes. Le voyage à Cloud Peak a eu lieu en 2013, et à cette époque, nous étions tous deux assez expérimentés en plein air, donc au début, marcher dans la forêt semblait habituel. Ce n'est qu'après 24 heures que nous nous sommes rendus compte que nous étions à un jour de marche de la route la plus proche, ce qui signifiait que nous étions presque complètement isolés de la civilisation. J'ai été dans quelques endroits éloignés auparavant, mais il y avait quelque chose de différent à être à Cloud Peak. Des zones comme le sentier des Appalaches semblent sauvages, mais ce sont des sentiers beaucoup plus fréquentés, pour ainsi dire. Cependant, à Cloud Peak, on avait l'impression de franchir une frontière dangereuse. En vue de cela, nous restions prudents et attentifs pendant que nous avancions sur notre itinéraire, mais au fil des jours, et alors que la fatigue commençait à s'installer, nous avons commencé à nous sentir plus confiants et beaucoup plus explorateurs. James portait un vieux Colt 45, ayant obtenu les permis nécessaires pour le faire, donc nous n'étions pas particulièrement préoccupés par les ours ou autres animaux sauvages. Ce qui nous inquiétait, c'était notre réserve d'eau qui diminuait. Pour pouvoir marcher les vastes distances que nous avions l'habitude de parcourir, nous gardions nos réserves d'eau au minimum pour conserver notre mobilité. Il était toujours possible de trouver un ruisseau ou une rivière pour remplir nos gourdes en cours de route, alors que transporter des gallons d'eau n'était tout simplement pas une option si nous voulions couvrir un terrain sérieux. Lors de tous nos autres voyages de randonnée, nous n'avions jamais eu de problème pour trouver de l'eau, et nous planifions même nos itinéraires pour sauter d'une source d'eau à une autre. Mais cette fois, à la fin du mois d'avril de 2018, ce fut complètement différent de toute autre occasion dont je me souvienne, et cela a ruiné tous nos plans. Il faisait chaud, très chaud, et bien que ce soit un climat excellent pour bronzer, des jours et des jours de températures exceptionnellement élevées ont fait que bon nombre de nos sources d'eau se sont réduites et stagnées, les rendant dangereuses à boire. Chacune que nous passions nous rendait de plus en plus désespérés, jusqu'à ce que finalement nous sautions presque de joie en trouvant un ruisseau de montagne à débit rapide. Nous avons rempli nos gourdes autant que possible, mais nous savions que le reste de la randonnée serait assez infernal à moins que nous ayons une bonne averse. Si nous voulions sortir de la nature sans risquer un coup de chaleur, nous devions être économes, ingénieux et avoir un peu de chance. Nous avons réussi les 2 premiers, mais le 3e, pas tellement. Le 6e jour d'une randonnée prévue de 9 jours, nous étions à nouveau en difficulté avec nos réserves d'eau. Tu peux toujours savoir quand les choses se gâtent vraiment lorsque ton urine commence à ressembler à du rhum Bacardi foncé, et bien que nous n'en ayons pas vraiment envie, il semblait que nous devions écourter la randonnée pour prendre une ligne droite vers le magasin de commodités le plus proche qui, à ce moment-là, représenterait une journée et demie de marche, au minimum. Nous avons continué et à un moment donné, nous marchions sur un sentier à peine marqué lorsque nous avons décidé de nous arrêter pour une pause eau. Nous avons bu, et quand je dis bu, je veux dire que nous avons siroté nos gourdes à moitié pleines, puis James s'est éloigné pour uriner contre un arbre. Il s'éloigne de ma vue, puis la chose suivante que j'entends est un son aigu, comme un aboiement ou un cri,
semblable à celui que fait un renard ou un coyote. La chose suivante que j'entends est James disant Jésus-Christ, comme si l'aboiement l'avait soudainement effrayé. Honnêtement, j'ai trouvé toute la situation assez amusante. Un randonneur endurci effrayé par une créature poilue de la forêt, alors je me suis levé et dirigé vers les arbres pour me moquer de lui. J'ai trouvé James seul et visiblement troublé, en train de remonter son pantalon tout en regardant les pentes au-dessus de nous. Étant donné le son aigu que l'animal avait fait, je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de petit et d'assez inoffensif, donc le fait que James soit aussi effrayé rendait la situation encore plus amusante à mes yeux. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu, si c'était un renard ou un coyote ou quoi que ce soit d'autre, et il m'a dit non, que ce n'était pas un animal qui avait fait le bruit, mais un enfant qui a ensuite couru vers les arbres après l'avoir presque tué de peur. Après un peu plus d'humiliation de ma part, James a commencé à se demander à voix haute ce que ferait un enfant tout seul ici, et pour moi, la réponse était assez évidente. L'enfant n'était pas seul, il ne pouvait pas l'être. Il était probablement en camping avec sa famille ou quelque chose comme ça, et il est simplement tombé sur un randonneur en train d'uriner en jouant. Je suppose que nous avons sauté quelques étapes logiques étant donné à quel point nous étions assoiffés, parce que tout ce à quoi je pouvais penser était de trouver leur campement pour pouvoir leur demander un peu d'eau. S'ils avaient des enfants, il y avait de fortes chances qu'ils soient de bonnes personnes prêtes à partager un peu d'H2O avec nous, auquel cas nous serions bien jusqu'à la prochaine source naturelle fiable. James, en revanche, ne semblait pas du tout penser que c'était une bonne idée. Je pensais qu'il était fou. Nous avions une occasion en or de nous ravitailler en eau et peut-être aussi d'obtenir un peu de nourriture chaude, et là, il était en train de tout remettre en question. Quand je lui ai demandé pourquoi il était si nerveux, il a répondu, et je cite, « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. » J'ai pris cela comme signifiant que l'enfant avait peut-être des difficultés d'apprentissage ou quelque chose de ce genre, mais je savais aussi que James n'était pas assez en retard pour être effrayé par quelque chose d'aussi simple qu'un handicap. Puis, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par « quelque chose qui ne va pas avec l'enfant », il s'est simplement tu avant d'accepter d'aller chercher les parents de l'enfant. J'ai juste pensé qu'il avait changé d'avis, que son cerveau rationnel avait pris le dessus et accepté que nous avions besoin d'eau. Je n'ai pas pris le temps de penser que ce qu'il avait vu l'avait vraiment effrayé, même s'il ne s'agissait que d'un enfant. James nous a indiqué la direction dans laquelle l'enfant s'était enfui, puis nous avons gravi la colline dans l'espoir de trouver ses parents. Après quelques minutes de marche, la forêt dense s'est ouverte sur une clairière de la taille d'un terrain de football, et de l'autre côté se trouvait une cabane en rondin d'aspect ancien. De l'endroit où nous étions, j'étais à peu près sûr de pouvoir voir quelqu'un assis sur une vieille balançoire sur le porche. C'était une grande nouvelle. Nos problèmes étaient résolus, du moins c'est ce que je pensais. James restait réticent à s'approcher d'eux. Il ne l'a pas dit, mais cela se voyait sur son visage alors que nous marchions lentement vers la cabane. En nous approchant, j'ai remarqué que la personne sur la balançoire du porche était très âgée au point qu'on aurait dit qu'elle ne quittait jamais cette balançoire. Elle était aussi, et je ne veux pas paraître trop critique, je sais que le temps nous affecte tous, la personne au visage le plus désavantagé que j'ai jamais vu, et c'est le dire de la manière la plus polie possible. Je pensais que tout cela était dû à une condition médicale, mais quand j'ai gentiment demandé s'ils avaient de l'eau en surplus, quelqu'un est sorti de la cabane, et là, la proverbiale pièce est tombée. Aucune des deux personnes n'avait de menton, les deux portaient des lunettes épaisses, et les deux avaient un regard complètement vide qui semblait te transpercer. La personne qui est sortie de la cabane portait un petit chien, et bien qu'elle soit suffisamment petite pour être confondue avec un enfant, elle devait être dans sa fin d'adolescence ou au début de sa vingtaine. Puis, juste au moment où nous avons croisé nos regards, il a aboyé vers moi. Je pense que mes sourcils ont dû monter jusqu'à ma ligne de cheveux en regardant James, qui était déjà bouche bée comme pour dire « C'est lui, je te l'avais dit ». Je me souviens d'avoir commencé à balbutier quelque chose. Puis je me suis simplement arrêté quand je me suis rendu compte que ces gens ne nous parleraient tout simplement pas, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient tout simplement pas. Quelque chose que tu dois aussi comprendre, c'est que les aboiements ne semblaient pas volontaires. Ils ressemblaient à des tics, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai commencé à leur parler très lentement, comme on parle à un enfant ou quelque chose du genre, en leur disant « Bonjour, nous avons besoin d'un peu d'eau. Pourriez-vous nous donner de l'eau de votre maison ? Nous vous serions très reconnaissants si… » Le chien que tenait l'homme-enfant a aboyé juste au moment où j'essayais de parler, puis le même homme-enfant a aboyé encore plus fort.
Cela me fait mal de l'admettre, mais j'ai commencé à devenir vraiment nerveux lorsque l'homme-enfant est retourné dans la maison. Il s'est déplacé avec une certaine intention, comme s'il allait chercher quelque chose, et j'ai dit une petite prière silencieuse pour que cette chose ne soit pas chargée, si tu vois ce que je veux dire. James et moi étions tous deux tendus comme des ressorts, attendant qu'il réapparaisse, mais quand la porte s'est ouverte à nouveau, ce n'était pas l'homme-enfant qui est apparu. C'était quelqu'un d'incroyablement différent, si différent que j'en ai été sans voix pendant une seconde. C'était une jeune fille, probablement au début ou au milieu de son adolescence, et contrairement au reste de sa famille, elle se comportait relativement normalement. Mais en ce qui concerne son apparence, elle était extrêmement frappante. On aurait dit qu'elle aurait pu être une enfant star ou quelque chose du genre. Elle avait des cheveux noirs comme le jais et des yeux d'un ambre éclatant, contrastant fortement avec les cheveux blond sable et les yeux bleu pâle de ses proches. Elle pouvait également parler, bien que d'un anglais extrêmement cassé, et elle l'a fait savoir avant même que je puisse me présenter en demandant « Que voulez-vous, monsieur ?» Alors, elle était beaucoup plus réceptive à nos demandes d'eau et nous a invités à entrer pour remplir nos gourdes d'un réservoir d'eau qu'ils avaient dans leur cuisine, ou du moins ceux qui ressemblaient à une cuisine. L'intérieur de la maison était sale, avec des ordures et des débris couvrant presque toutes les surfaces disponibles, et l'eau à l'intérieur du réservoir mentionné par la fille ne semblait pas du tout potable. Nous avons commencé à chercher dans les placards une bouteille d'eau, prêts à payer un prix bien au-dessus de la normale pour ce que nous pourrions trouver, mais la petite fille aux cheveux noirs a interrompu notre recherche, nous embarrassant dans le processus. J'ai commencé à lui expliquer que nous cherchions simplement des sodas ou de l'eau en bouteille, n'importe quoi pour apaiser notre soif, mais la fille nous a simplement dit « Vous devez partir ». Quand nous avons demandé pourquoi, elle a expliqué que son père était rentré à la maison et qu'il n'aimait pas les étrangers. Pendant un moment, James semblait avoir trouvé un peu de courage, peut-être à cause de notre proximité avec le ravitaillement, alors il est sorti de la cuisine et a descendu le court couloir en direction de la porte d'entrée de la maison. La prochaine chose que j'entends est un aboiement, très semblable à celui que l'homme-enfant avait émis, sauf que celui-ci était beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Je me suis aussi déplacé en direction du couloir, avec mon rythme cardiaque s'accélérant rapidement alors que je le faisais, mais James m'a arrêté, avec une expression de terreur sur le visage. Tout ce qu'il a dit, c'est « cours ». Une seconde plus tard, il s'est précipité devant moi en direction d'une porte arrière couverte d'une moustiquaire et après l'avoir ouverte, nous avons couru hors de la maison et dans la forêt. Tout le temps, je pouvais entendre ce grand papa crier et vociférer dans un charabia total, probablement furieux que sa famille ait laissé entrer des étrangers dans la maison. Si nous avions porté nos sacs à dos plus lourds, nous aurions été perdus, mais comme nous voyagions relativement légers, nous n'avons pas eu besoin de laisser nos sacs à l'extérieur lorsque nous sommes entrés dans la maison pour collecter de l'eau. Si nous avions dû le faire, nous les aurions laissés dehors avec la famille, ce qui signifiait que nous n'aurions eu d'autre choix que d'affronter papa pour les récupérer. Je n'ai pas vu le type, mais James l'a vu. Quand je lui ai demandé à quoi il ressemblait, il a utilisé un seul mot, « monstre ». Sans aucun doute, il en avait l'air d'après les bruits qu'il faisait, et je suis reconnaissant jusqu'à ce jour de ne pas avoir eu à l'affronter. Le seul problème qui nous restait était l'original, et après avoir couru à toute allure pendant une période prolongée, nous avions plus que jamais besoin d'eau. Nous avons marché un peu plus vers le nord, poussés uniquement par l'adrénaline à ce moment-là, lorsque soudain nous avons entendu le son de l'eau qui coule. Cette famille vivait de ça, cela provenait très probablement de là, et il est fort probable que papa le considérait comme faisant partie de sa propriété. Nous nous sommes déplacés rapidement pour ramasser de l'eau, donc nous n'avons pas eu le temps de célébrer la découverte du ruisseau à ce moment-là. Tout cela est venu après, une fois que nous étions à une distance de sécurité. Nous avons pu terminer le reste de la randonnée et, à la fin, l'incident avec la maison au milieu de nulle part était déjà devenu une sorte d'anecdote de feu de camp. C'était définitivement troublant de voir l'état dans lequel se trouvait cette famille, et franchement effrayant quand nous avons réalisé que nous envahissions par inadvertance la maison d'un géant furieux, mais ces points ne sont pas ceux qui sont restés avec moi après que nous soyons rentrés chez nous et que nous ayons repris nos vies. Après en avoir discuté avec James pendant le reste de notre randonnée, nous en sommes arrivés à une conclusion très déprimante. La famille vivait probablement là depuis longtemps et, très probablement, elle a refusé de déménager après que la région a été déclarée zone sauvage. Il y avait aussi de grandes chances qu'il y ait eu un certain degré de consanguinité dans la famille, probablement remontant à des générations, étant donné l'état dans lequel ils se trouvaient, du moins tous sauf la fille.
Elle avait l'air si différente de ses proches qu'après un certain temps, j'ai commencé à soupçonner qu'elle n'était pas du tout liée à eux. Et c'est là que j'ai commencé à m'enfoncer dans un terrier de lapin, pour ainsi dire. J'ai fait une tonne de recherches sur la consanguinité aux États-Unis et, comme tu peux l'imaginer, c'est une lecture assez terrifiante. Je ne vais pas partager tout, ce que j'ai appris de profondément perturbant, juste 2 petites choses que je pense pourraient être pertinentes. La première est que, historiquement parlant, la consanguinité dans les zones rurales des États-Unis se produisait par nécessité. Certaines familles étaient simplement trop isolées ou n'étaient pas disposées à laisser partir un membre de la famille qui pouvait travailler à la ferme. Dans la plupart des cas, les cousins au second degré se mariaient avec des cousins au second degré, mais parfois, dans des cas plus troublants, des frères et sœurs se mariaient entre eux ou des pères couchaient avec leurs filles. Mais même quelqu'un à l'aise avec une telle perversion sait qu'il y a des limites à ce que tu peux faire avec un petit groupe génétique, ce qui, sans aucun doute, a conduit à des rumeurs désagréables sur des enlèvements et une reproduction forcée. J'ai lu plusieurs récits à ce sujet, certains plus fiables que d'autres, mais cela semble définitivement être quelque chose de commun parmi les familles ou tribus isolées ou recluses dans le monde entier. Après des heures de recherche, la situation me semblait évidente. Mais après n'avoir trouvé aucun rapport de personne disparue qui pourrait correspondre à la fille que nous avions vue dans la cabane, j'ai décidé de contacter la police de Buffalo pour voir s'ils savaient quelque chose sur la famille vivant près de Cloud Peak. Le premier officier à qui j'ai parlé n'avait aucune connaissance d'eux et a insisté sur le fait que l'habitat permanent n'était pas autorisé dans aucune des zones sauvages de l'État. Il a expliqué que nous devions nous être perdus et avoir atterri sur la terre de quelqu'un d'autre, et a écarté de manière grossière l'idée que James et moi étions des navigateurs compétents. J'ai dû demander à plusieurs reprises une conversation téléphonique avec le chef de la police de la ville pour obtenir une clarification. Mais quand je l'ai finalement eu, il a soulevé plus de questions que de réponses. Le jour où je l'ai finalement eu au téléphone, je faisais des courses, alors j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route pour lui parler. Je tremblais presque d'anticipation quand il m'a dit qu'il avait déjà entendu mon histoire, et quand il m'a demandé si j'étais journaliste, j'ai eu une très bonne sensation que j'allais enfin entendre la vérité. Je lui ai dit que non, que je n'étais pas journaliste et que tout ce qu'il me dirait serait complètement officieux. J'ai également précisé que je voulais simplement m'assurer que ce que j'avais vu n'était pas le résultat d'un horrible cas d'enlèvement, car je ne voulais pas que mon inaction me hante pour le reste de ma vie. Et c'est alors qu'il m'a montré suffisamment de respect pour admettre qu'il y avait effectivement une famille vivant près de Cloud Peak et que oui, l'arbre généalogique incluait quelques choix de partenaires discutables. Cependant, il n'y avait aucune preuve que la fille avait été enlevée, du moins aucun rapport de personne disparue ne suggérait que c'était le cas. À la place, le département de police de Buffalo, ainsi que ceux d'autres villes autour de Cloud Peak, étaient parvenus à un consensus général. Il était de notoriété publique parmi certaines personnes qu'il y avait une famille vivant près de Cloud Peak et qu'elle y était depuis des générations. La région n'a été déclarée zone sauvage qu'en 1984 et les archives montrent que les autorités avaient offert une grosse somme d'argent à la famille pour qu'elle quitte la propriété. L'offre n'a pas reçu de réponse. Le chef de la police m'a ensuite dit qu'une poignée de policiers et de politiciens de bas niveau avaient ensuite rendu visite à la famille dans l'espoir de les persuader personnellement de quitter leur terre. Les seuls détails de cette visite sont un vague rapport de refus, et après cela, il n'y a plus aucune mention de la famille dans les archives officielles du comté de Johnson. Au lieu de cela, la vérité sur leur existence continue a évolué en une sorte de légende urbaine, et les rencontres avec la famille sont devenues si rares qu'elles se datent maintenant par décennies. Et malgré leur caractère inhabituel et troublant, ils ne causaient pas de problème, alors les gens les laissaient simplement tranquilles. En ce qui concerne la fille, c'était l'opinion des forces de l'ordre régional qu'elle était une sorte de miracle génétique. D'une manière ou d'une autre, la stagnation génétique de la famille s'était résolue, donnant naissance à une petite fille angélique aux cheveux aussi noirs que la poussière de charbon. Personne ne savait comment ni pourquoi, mais jusqu'à ce que quelqu'un puisse prouver le contraire, la fille faisait simplement partie de la famille, tout comme son frère, l'homme-enfant aboyeur ou leur monstrueux père. C'était l'histoire officielle, et quand j'ai essayé de la remettre en question, le chef de la police ne voulait tout simplement pas en entendre davantage. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'un garçon de la ville de l'Est s'en mêle et réveille de vieilles blessures, et il me l'a fait comprendre de manière polie mais très claire avant que nous terminions l'appel de manière amicale.
J'ai appelé James immédiatement après et nous avons parlé pendant des heures et des heures, discutant d'un côté à l'autre, prenant tour à tour pour jouer l'avocat du diable avec les idées folles de l'autre. Je ne dis pas que nous sommes des journalistes d'investigation astucieux ou quelque chose du genre, et à aucun moment nous ne sommes parvenus à un accord sur la façon et pourquoi cette petite fille était là. Mais voici la théorie qui me hante certaines nuits quand les podcasts ne suffisent pas à tenir l'anxiété à distance. Je crois, au plus profond de mon cœur, que le chef de la police de Buffalo sait très bien que cette fille a été enlevée. Je crois que tous les autres policiers de la région le savent aussi, mais le garder secret sert un but plus grand. L'homme que la fille appelait papa allait toujours enlever quelqu'un, spécifiquement quelqu'un de féminin, pour injecter un peu de sang neuf dans son arbre généalogique. Maintenant, cette femme pourrait avoir été une parente de n'importe lequel de ces policiers ou de toute autre personne dans les villes environnantes, en l'occurrence. Alors, pour éviter cela, je crois que quelqu'un a facilité le trafic d'une fille à cette famille. Comme James et moi l'avons discuté, il n'y a aucun moyen au monde qu'une agence d'adoption d'État permette la garde d'un enfant à ces personnes. Donc, pour éviter qu'ils ne prennent simplement quelqu'un, il a dû y avoir des arrangements. Bien sûr, je n'ai absolument aucun moyen de prouver mes affirmations. Et comme le chef de la police me l'a dit, il pourrait y avoir une explication innocente à toute cette affaire. Mais à ce stade, honnêtement, je pense qu'il serait négligent de ma part de ne pas creuser un peu plus. Je prévois de retourner à Cloud Peak pour découvrir ce qu'il est advenu de cette fille, si elle est encore là. Peut-être que j'aurai l'occasion de lui parler, de découvrir si elle a des souvenirs d'avant. J'ai des plans pour écrire un livre sur mon expérience, ainsi que sur ce que je trouverai là-bas. Peut-être que cela servira de premier brouillon, qui sait. Je suis excité à ce sujet, je ne vais pas le nier, mais j'ai aussi peur. Une partie de moi pense que si je trouve vraiment le chemin du retour vers cette cabane dans les bois, je ne serai plus jamais revu vivant. En ces jours-là, je travaillais pour le National Trust en Écosse. C'était un travail assez solitaire, avec beaucoup de temps passé à conduire de longues distances ou à marcher dans les Highlands sous des conditions climatiques terribles. Au travail, je conduisais habituellement un grand 4x4, mais hors service, je devais utiliser ma propre voiture, qui était absolument terrible. Ainsi, un samedi, j'avais prévu de retourner en Angleterre pour l'anniversaire de ma mère. Mon petit ami et moi avions prévu quelque chose de grand pour elle. Je conduirai le matin, j'aiderai à tout préparer, puis j'irai chercher ma mère pour lui faire la grande surprise. J'étais très excité par l'idée et j'étais convaincu que ma mère adorerait. Ce qui ne m'inspirait pas confiance, c'était la capacité de ma pauvre Nissan Micra à m'emmener là-bas sans me causer de problème. Je conduisais à travers les Highlands, en plein milieu de nulle part, lorsque le moteur a commencé à faire des bruits vraiment inquiétants. Je me suis arrêté sur le côté de la route, mais je n'ai pas pu identifier le problème. J'ai pensé que je pourrais peut-être l'emmener dans un garage et prendre le risque d'arriver un peu en retard, mais quand je suis retourné à ma voiture et que j'ai essayé de la redémarrer, rien. Le moteur essayait de se lancer, mais n'y parvenait pas, et peu importe combien de fois j'essayais ou quel truc j'essayais, je ne pouvais tout simplement pas démarrer la voiture. Aujourd'hui, j'aurais simplement sorti une application et quelqu'un serait venu la réparer ou la remorquer en 1 heure environ. Mais à l'époque, à l'ère des téléphones à clapet et de la réception irrégulière, se retrouver en panne au milieu de nulle part pouvait être un vrai casse-tête. J'ai essayé de démarrer le moteur plusieurs fois de plus, tout en me préparant mentalement à sortir et marcher. C'était novembre, il faisait donc extrêmement froid, et les rafales de vent dans les Highlands rendaient l'idée de marcher dans ces conditions décourageantes. Je l'ai évité autant que possible, mais finalement, j'ai fermé mon manteau, mis mon chapeau et mes gants, et je suis sorti de la voiture pour affronter le froid. Le plan était de marcher jusqu'à l'endroit le plus proche où il y avait un téléphone ou quelqu'un capable de réparer les moteurs. Mais à peine avais-je commencé à marcher qu'une voiture est soudainement apparue au loin. Chaque côté de la route était bordé d'arbres et la route serpentait au loin, alors l'apparition de la voiture m'a prise par surprise. Au début, j'ai prié en silence pour que la personne s'arrête pour moi, et quand elle l'a fait, j'ai pensé que mes prières avaient été exaucées. Mais, au risque de paraître un peu mélodramatique, je ne pense pas que ce soit Dieu qui ait répondu à mes prières ce jour-là, mais plutôt son homologue d'en bas. La voiture s'est arrêtée,
et un homme d'âge moyen à l'air amical a baissé la vitre et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit où se trouvait ma voiture, et il m'a dit que, selon la gravité des dégâts, il pourrait faire en sorte qu'un de ses amis la répare à bon prix. J'étais sur le point de faire une petite danse de bonheur tant j'étais contente. Ensuite, il m'a invité à monter dans sa voiture et m'a ramené à la mienne. Nous avons discuté un peu après que j'ai remarqué son accent anglais, et nous avons tous les deux échangé des histoires expliquant pourquoi nous étions en Écosse. Après nous être arrêtés derrière ma voiture, il a sorti son portable et a commencé à envoyer des messages, apparemment à l'ami qui viendrait réparer ma voiture. Quand je lui ai demandé, il m'a expliqué que dans les Highlands, il valait mieux envoyer des textos avec le peu de signal que l'on pouvait obtenir. C'était un peu plus lent en termes de temps de réponse, mais au moins le message arrivait clair et non déformé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car son ami mécanicien travaillait le samedi et était probablement près d'un téléphone. Ceux d'entre vous qui sont dans la vingtaine ne se souviennent peut-être pas du rituel consistant à lever son brick en plastique au-dessus de sa tête pour essayer de forcer un texto à passer, mais après 1 minute de cela, mon samaritain des Highlands m'a assuré que le message avait été reçu et lu. Tout semblait aller bien. Il ne me restait plus qu'à être patiente et espérer le meilleur. Quelques minutes plus tard, le téléphone de l'étranger sympathique a vibré, et il m'a informé que son ami était en route, bien qu'il prenne environ 20 minutes pour arriver. 20 minutes, je pouvais les supporter, et si ce type pouvait me faire arriver à temps à la fête surprise de ma mère, sur laquelle j'avais travaillé pendant 1 mois, j'étais prête à lui donner tout l'argent que j'avais dans mon portefeuille. Mais ensuite, alors que j'attendais avec le type qui continuait à faire la même petite conversation, j'ai remarqué qu'il changeait un petit détail dans son histoire. Je ne vous ennuierai pas avec les détails, mais en gros, il a dit que son entreprise était dans un endroit et 10 ou 15 minutes plus tard, il a dit qu'elle était dans un autre. Je n'y ai pas trop prêté attention à ce moment-là. Les gens peuvent avoir plus d'une succursale, n'est-ce pas? Et nous faisons tous des erreurs quand nous parlons, donc je n'allais pas jouer à Sherlock Holmes avec un type qui, apparemment, me rendait service, n'est-ce pas? C'était le premier signal d'alarme que je n'ai vraiment pas reconnu après l'événement lui-même. C'est le deuxième qui a vraiment attiré mon attention. Après une brève pause dans la conversation, l'homme m'a demandé si quelqu'un m'attendait, en utilisant cette phrase exacte « Quelqu'un t'attend ?» J'ai dû lui faire un drôle de regard ou quelque chose car il a précisé « Tu sais, as-tu des plans pour plus tard ?» J'ai commencé à lui parler de la fête de ma mère, de la façon dont je l'avais planifiée depuis longtemps, de comment toute ma famille s'attendait à ce que je sois là. Et au lieu de montrer de l'intérêt ou de l'enthousiasme, il a simplement hoché la tête et a commencé à regarder au loin, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est la façon dont il avait formulé la question « Quelqu'un t'attend ?» Et considérant que, soi-disant, il ne faisait que ramener son ami pour réparer ma voiture et qu'il n'avait pas entendu ce qu'ils disaient entre eux, tout cela s'ajoutait à une sensation vraiment désagréable au fond de mon estomac. Appelez ça de l'intuition féminine, mais je savais que je devais faire quelque chose, n'importe quoi pour anticiper ce que je craignais le plus. J'ai demandé au type combien de temps il faudrait encore à son ami mécanicien et après un long moment de contemplation, il est revenu à son attitude amicale, a vérifié son téléphone et m'a dit qu'il semblait que ce ne serait que quelques minutes de plus. Alors j'ai mis en place mon petit plan. J'ai dit au type que je devais récupérer quelques affaires dans ma voiture au cas où elle aurait besoin d'être remorquée ou si je devais aller quelque part, puis je suis sorti de sa voiture et je me suis dirigé vers la mienne. Une fois là-bas, j'ai fait mine de chercher des choses. Mais ce que je faisais vraiment, c'était gagner du temps jusqu'à ce que son ami mécanicien arrive. Si c'était un type avec une salopette usée conduisant son camion de travail, je n'aurais probablement rien à craindre. Mais si ce n'était pas le cas, je passerais à la phase 2 de mon plan. J'ai continué à chercher des choses pendant quelques minutes, sans vraiment rien trouver, tout en gardant les yeux fixés sur la route derrière nous. Et, à ma grande surprise, une grande camionnette blanche est apparue dans un virage à quelques centaines de mètres derrière nous et a commencé à se garer derrière la voiture de l'étranger. La camionnette était entièrement blanche, sans aucune marque, et semblait complètement neuve. De plus, il y avait 2 personnes dans la cabine, pas seulement une, comme je m'y attendais. Comme je l'ai dit, si les intentions de tout le monde étaient bonnes, agir un peu paranoïaque ne ferait de mal à personne. Le mécanicien et son ami pourraient penser que c'était un peu bizarre, mais je pourrais vivre avec ça. Ce que je ne pouvais pas supporter, c'était l'idée de marcher dans un piège. Dès que la camionnette a commencé à se garer derrière la voiture de l'étranger,
Je me suis précipité vers lui et lui ai dit quelque chose comme « Je vais aller faire pipi, je reviens dans un moment ». Puis, je me suis éclipsé vers les arbres sur le côté de la route et je me suis accroupi hors de vue, comme si je faisais vraiment pipi. Mais en réalité, j'observais les soi-disant étrangers sympathiques pour m'assurer qu'ils n'avaient rien prévu. Je suis resté là, me disant que je ne bougerais pas tant que je n'aurais pas une bonne vue des deux types qui venèrent d'arriver dans la camionnette. Mais les minutes passaient et personne ne bougeait. Finalement, j'ai entendu la voix de l'étranger m'appeler depuis le côté de la route. Au début, il semblait amical, seulement pour m'informer que les types travaillaient sur ma voiture. Le seul problème, c'est que je pouvais voir une partie de ma voiture et il n'y avait personne près d'elle. Je commençais déjà à me sentir à moitié folle à ce moment-là, pensant que je m'étais mise en panique pour rien. Mais juste au moment où je me disais que je me sentirais vraiment idiote après tout ça, si les types étaient vraiment là pour réparer ma voiture, le ton de l'étranger a changé de manière dramatique. Cela seul m'a donné un frisson, mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est quand il a utilisé mon nom. À aucun moment de notre conversation, nous n'avions échangé nos noms ou ne nous étions présentés formellement. Je sais que cela semble un peu fou, car j'étais assise avec le type pendant près d'une demi-heure, mais mon esprit était ailleurs, et manifestement le sien aussi, car nous ne nous sommes jamais présentés. Je sais qu'il y a toujours la possibilité que j'ai mentionné mon nom pendant notre discussion et que je ne m'en souvienne pas, mais je ne connaissais certainement pas le sien, ce qui rendait encore plus terrifiant le fait qu'il m'ait dit de me montrer. Il m'a clairement fait comprendre que si je ne le faisais pas, ce ne serait pas bon pour moi, et que peut-être j'arriverais à temps à la fête de ma mère si je faisais simplement ce qu'il me disait. Accroupi entre un groupe d'arbres, essayant de rester hors de vue de ces soi-disant étrangers bienveillants, j'ai vécu les moments les plus terrifiants de ma vie. Je ne pensais pas qu'il était possible d'avoir plus peur que ça, mais je me trompais. Soudain, j'ai entendu un moteur démarrer, mais je savais par la façon dont il sonnait que ce n'était pas le mien. La chose suivante que je vois, c'est la voiture de l'étranger qui s'éloigne, et c'était le premier étranger qui m'avait pris en stop, pas les deux étrangers dans la camionnette. Je pensais que cela pourrait signifier que la camionnette partirait également. Alors j'ai légèrement sorti la tête de derrière les arbres pour avoir une meilleure vue. Puis, j'ai vu un homme avec une cagoule marcher entre les arbres, la tête en mouvement constant comme s'il me cherchait. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le fait de me tromper quant à la peur que je pouvais ressentir ? Ma mémoire devient un peu floue à ce moment-là, mais après avoir vu ce type avec son masque, évidemment à ma recherche, ma mémoire devient encore plus vague. Je sais que j'ai simplement couru plus loin, plus vite et plus fort que je n'avais jamais couru dans ma vie. Je me souviens de m'être senti malade après avoir couru autant que possible, et je me souviens que beaucoup de voitures sont passées avant qu'un conducteur ne s'arrête enfin pour voir si j'allais bien. Je me souviens aussi d'avoir été terrifié à l'idée que le premier étranger et les types dans la camionnette me retrouvent. Mais heureusement, cela n'est pas arrivé. À la place, on m'a emmené à un poste de police où j'ai fait une déclaration. Après cela, il y a eu un passage chez un mécanicien où on m'a informé que ma voiture ne serait pas en état de rouler pendant au moins 24 heures. Ensuite, j'ai trouvé une chambre dans un bed and breakfast. Je me suis préparé un déjeuner tardif et j'ai ensuite pleuré au téléphone avec ma mère dans ma chambre. Je pense en fait que c'était le pire jour de ma vie. J'ai déçu ma mère, j'ai dû puiser dans mes économies pour payer les réparations du moteur et c'était une journée complètement horrible. Et pour couronner le tout, j'ai failli être enlevé ou tué aussi. Je ne pensais tout simplement pas que des choses comme ça se produisaient dans la vie réelle, ou si elles se produisaient, je ne pensais certainement pas que cela m'arriverait. J'ai pu donner une description très détaillée du premier type, ainsi que de la voiture qu'il conduisait, mais en ce qui concerne les deux autres hommes, je n'avais pas grand-chose à dire, à part à quoi ressemblait leur camionnette. La police a promis de faire tout ce qu'elle pouvait, et ils ont même interrogé le premier type, mais comme il n'avait enfreint aucune loi, ils n'ont rien pu lui reprocher. La police lui a posé des questions sur les hommes masqués dans la camionnette blanche, mais il a simplement affirmé qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Selon lui, il essayait de rendre service à une jeune femme dont la voiture était en panne, et la prochaine chose qu'il a su, c'est qu'elle s'est enfuie dans la forêt dans une panique aveugle. Ils l'ont laissé partir, mais je sais qu'il était impliqué, et je sais qu'il m'a laissé voir son visage parce qu'il pensait que tout était joué. Mais si c'est le cas, combien d'autres femmes et jeunes filles sont tombées dans leur tactique ? Et c'est avec cette pensée que je vis depuis toutes ces années. Je peux être reconnaissante et heureuse de ne pas avoir été victime ce jour-là, mais je ne peux pas être la seule. Il doit y avoir d'autres filles qui n'ont pas réussi à s'échapper, et cela me hante de penser à où elles se trouvent maintenant.